Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons continuer donc notre lecture de l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Donc, je vais voir si je peux avant. Attendez 2 secondes. Donc là, je ne vais rien avoir. Je vais voir si je peux trouver un petit quelque chose. Alors, attendez 2 secondes. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la déformation onirique. Et oui. Donc, nous allons voir la déformation onirique et nous allons commencer par faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'ici. On va dire, de ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc, ce que nous avons vu jusqu'ici, je vais voir. Alors ici, nous avons, pardon, je remets les choses à leur place. Je remets les choses à leur place. Voilà, donc la déformation onirique aujourd'hui. Donc d'abord, nous allons faire une petite récapitulation pour nous rappeler de ce que nous avons vu dans les vidéos antérieures. C'est-à-dire que nous avions vu dans les lectures des premiers chapitres de l'interprétation des rêves, premièrement, le premier chapitre, Freud vient nous dire que le rêve a un sens après l'interprétation. C'est-à-dire que tous les rêves qui passent par une analyse, qui sont interprétés, ont un sens. C'est-à-dire que l'interprétation produit le sens du rêve. Ensuite, nous avions vu dans le chapitre suivant que le rêve est une réalisation de désir. C'est-à-dire que non seulement il a un sens, mais qu'en plus c'est une réalisation de désir. Rappelons-nous aussi que quand Freud parle de l'interprétation des rêves, il parle donc de la possibilité de l'interprétation de tous les produits de l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient, si nous pensons que l'inconscient c'est une machine qui produit des choses dans notre conscience, c'est-à-dire que notre conscience tout d'un coup, non, nous avons un rêve, c'est une production de l'inconscient. De la même façon, nous avons des oublis, nous avons des lapsus, nous avons des symptômes, nous avons des actes manqués ou des maux d'esprit. Tout ça, ce sont des produits de l'inconscient. Et tous ces produits de l'inconscient peuvent être traités de la même façon que les rêves. C'est-à-dire que c'est une production qui se fait de la même façon que les rêves. C'est le même travail psychique pour produire un symptôme comme pour produire un rêve. Et on va dire même encore plus, c'est-à-dire que l'interprétation pour interpréter un rêve, c'est la même chose, c'est le même travail que pour interpréter un symptôme. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement dans le contexte de la vie nocturne, sinon que nous sommes dans le contexte de notre vie quotidienne. Donc, rappelons aussi que la situation, on va dire, la situation scientifique nécessaire pour analyser un rêve, ou pour analyser un symptôme, ou pour analyser un mot d'esprit, ou pour analyser un acte manqué, c'est-à-dire toutes ces productions de l'inconscient, quel est le cadre analytique nécessaire pour cette production, la production d'une interprétation? Il faut qu'il y ait donc un patient qui vient raconter son histoire, son rêve par exemple, l'écoute d'un psychanalyste et l'association libre du patient. D'accord ? Nous avions vu dans le premier chapitre, dans la méthode de l'interprétation, que Freud nous expliquait qu'à côté du rêve, il y a l'association, que va nous montrer Freud comment il fait. Il prend par fragment le rêve et sur chaque fragment, il associe. À quoi ça me fait penser? Et là, c'est une association libre. Et l'association libre, ça veut dire je ne juge pas, je me laisse parler et je ne juge pas, je réprime, non, Freud nous dit, je réprime le jugement pour me permettre de parler librement. C'est-à-dire qu'une séance de psychanalyse, c'est le lieu
où nous allons apprendre à gagner de la liberté, puisque dans la société, nous n'avons pas vraiment la possibilité de le faire. Par contre, sur le divan d'un psychanalyste, si nous pouvons apprendre à parler en liberté. Et c'est là d'ailleurs où nous allons découvrir des idées que nous ne savions pas que nous avions. Donc, rappelons aussi que l'interprétation des rêves va produire le concept de l'inconscient. C'est-à-dire qu'à partir de l'interprétation des rêves, qui est écrit en 1899 et publié en 1900, c'est là que se produit le concept, ou c'est là que débute la science psychanalytique. Et donc, dans le livre de l'interprétation des rêves, qu'est-ce qu'il va faire Freud? Il va nous décrire le fonctionnement de l'appareil psychique. C'est-à-dire que c'est un appareil que jusqu'avant Freud, personne ne s'était intéressé à notre psychisme, on va dire. On s'était intéressé à la psychologie, on avait essayé de voir un petit peu les fonctionnements, mais ça veut dire que le Freud, c'est celui qui inaugure la possibilité d'une transformation du sujet. C'est-à-dire que gagner en liberté, c'est gagner en vie, on va dire. Donc, c'est ce qui va permettre réellement une modernisation, on va dire, de l'être humain. Que l'être humain a la possibilité, tout comme d'un côté, nous avons la technologie, l'informatique, l'objet technique qui évolue à une vitesse invraisemblable, grâce à la psychanalyse, l'être humain aussi a aujourd'hui la possibilité d'évoluer, de ne plus être soumis, on va dire, à cette surdétermination inconsciente et qui l'empêche de développer vraiment toutes les capacités de l'être humain, qui sont incalculables. Aujourd'hui, nous ne savons pas de quoi est capable l'être humain si on ne l'enferme pas dans les préjugés, les idées, c'est principalement, non, on va dire, les préjugés, les idées, toutes les idées dans lesquelles il vit, puisque nous vivons selon notre mode de pensée. C'est-à-dire que dès que nous sommes capables de changer une idée, nous modifions aussi, par l'intermédiaire de cette modification de l'idée, nous modifions notre comportement. D'accord ? Nous pouvons modifier notre vie. Bon. Et donc, cet appareil psychique, pour l'instant, est assez simple, on va dire, mais que avec donc nous allons continuer la lecture de l'interprétation des rêves, et au plus nous continuons la lecture de l'interprétation, au plus nous avançons dans la complexité de cet appareil. D'accord ? C'est un appareil, l'appareil psychique, c'est un appareil très complexe, tout comme l'être humain. Donc, dans ce chapitre qui s'appelle la déformation onirique, nous allons voir que Freud il va nous présenter qu'après avoir présenté, donc, dans les chapitres antérieurs, il nous a présenté dans les chapitres antérieurs comment ça s'appelle, la réalisation des désirs, c'est-à-dire qu'il a énoncé le fait que le rêve est une réalisation de désirs. Donc, à partir de là, il y a plein de gens, les gens de son entourage, ses patients, qui vont commencer à présenter des rêves à Freud pour lui dire « Non, c'est pas possible, regarde le rêve que j'ai fait, ce ne peut quand même pas me dire que c'est une réalisation de désir. » Et donc, chacun se présente avec son rêve pour venir dire que ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas une réalisation de désir. Donc, on va dire d'un côté, que il va même présenter Freud en disant que effectivement, nous allons voir que la majorité de nos rêves, ce sont des rêves qui sont pénibles, qui sont désagréables. C'est-à-dire que nous faisons très peu de rêves qui sont agréables, qui nous donnent des sensations plaisantes, on va dire. Que la majorité de nos rêves sont désagréables. Donc, apparemment, il n'y a pas de réalisation de désir.
Mais Freud, il nous a déjà dit donc dans les chapitres antérieurs qu'une chose, c'est ce que présente la conscience, et une autre chose, c'est ce qui se passe dans l'appareil psychique. Nous avions déjà vu que nous vivons dans deux réalités différentes. Mais ça, nous allons continuer à le revoir parce que, bien sûr, nous avons toujours tendance à l'oublier. Le pouvoir de la conscience est très fort. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous oublions. Nous croyons ce que nous voyons, nous croyons ce que nous sentons, nous croyons ce que nous disons, nous croyons nos propres idées. Donc, bien sûr, face à tout ça, de penser que non, qu'il y a quelque chose, non, que cet inconscient a la capacité de produire des effets dans ma conscience qui vient me tromper, on va dire. De la même façon que les rêves, non? De la même façon que les rêves qui se présentent apparemment sans réalisation de désir. Donc on va dire que ces patients qui viennent et qui se présentent en disant non, c'est pas possible, le rêve que j'ai fait, c'est pas une réalisation de désir, il dit que effectivement c'est une résistance. C'est une résistance qui va être tout à fait normale, qu'on va accepter comme quelque chose. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'appareil psychique. C'est-à-dire que nous allons voir que l'appareil psychique, et là dans ce chapitre-là nous allons le voir clairement, l'appareil psychique ne veut rien savoir des nouveautés, des nouvelles idées. C'est-à-dire qu'il y a une résistance, non? Quand on dit, on le dit, non, dans le commerce aussi, nous le savons, dès que nous présentons un nouveau produit, il y a d'abord un mouvement qui s'y oppose. D'accord? Je me rappelle de la construction de la Tour Eiffel aussi, qui était à la même époque de l'interprétation des rêves en 1900. Quand les Parisiens ont vu le début de la construction, il y a eu des grandes manifestations pour dire c'est horrible, on n'en veut pas, c'est horrible, on n'en veut pas. Et aujourd'hui, c'est un symbole que tout le monde aime. Donc il y a un certain temps, un certain travail à faire pour accepter le nouveau, la nouveauté, on va dire, non? Donc, il y a toujours une résistance qui est propre à l'appareil psychique, qui n'est pas propre à moi, à toi, à vous. Non, ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est tout le monde. Nous avons tous tendance à refuser ce qui vient nous dire quelque chose de nouveau. Et en plus, il va faire référence, non seulement nous avons des rêves désagréables, mais sinon qu'en plus, nous avons des rêves d'angoisse. Donc, un rêve d'angoisse, ça va être une réalisation de désir. Ce n'est pas possible. Non, Freud, il fait même référence aux rêves des enfants. Les enfants, ils ont régulièrement des cauchemars. Donc, il dit, ce n'est pas possible. Comment on va expliquer ça? Il dit, cependant, nous savons que notre théorie repose sur les caractères d'un contenu manifeste, qui est le récit du patient, on va dire, qui va venir nous raconter le rêve, non? Et que notre travail, c'est l'association libre. On va voir et on va le répéter que l'association du patient, ce n'est pas l'inconscient. L'association libre, on va dire que c'est le préconscient. Pourquoi le préconscient? Parce que le patient, quand il fait un petit effort pour se rappeler, mais que facilement, il va pouvoir se rappeler de certains, facilement. S'il fait l'effort, il va se rappeler de certaines choses. Et les souvenirs, ce n'est pas l'inconscient. Les souvenirs, c'est le préconscient. Rappelez-vous, l'inconscient, c'est une production. C'est une production qui se réalise dans un cadre particulier, spécifique et scientifique. Donc, il nous dit, rappelons-nous que nous savons que nous avons le récit du patient, nous avons l'association libre du patient qui serait plus dans le sens du préconscient, et après nous avons la production de l'inconscient avec l'interprétation. Donc il dit, bon, alors voilà, nous avons un problème. Il dit que dans la science, dans le monde scientifique, bonsoir Sylvie, dans le monde scientifique, Freud nous dit que quand il y a quelque chose qui est un peu compliqué, comment on va expliquer
ou pourquoi le rêve, il nous apparaît comme désagréable. Pourquoi il n'y a pas une claire réalisation de désir, pourquoi il y a besoin de présenter quelque chose de pénible. Et donc il dit que quand il y a un problème comme ça dans la science il dit qu'il faut y ajouter un autre problème. Donc on va y ajouter, et il donne l'image très didactique en disant imaginons que nous mettons deux noix l'une à côté de l'autre et c'est beaucoup plus facile de les briser que si on n'en a qu'une seule. Bon. Alors, à la première question qu'on se pose, comment les rêves qui sont pénibles peuvent être une réalisation de désir, lui, il ajoute qu'en plus, non, pourquoi les rêves qui sont de contenu indifférent, non, et il rappelle le rêve de Irma, qui était un rêve de contenu indifférent, il n'y avait pas ni de drame, ni de choses désagréables, il dit de contenu indifférent, pourquoi il n'y a pas une réalisation de désir direct? Pourquoi il ne nous montre pas ouvertement la réalisation de désir? Donc pourquoi il a besoin d'une interprétation? Il dit quand le rêve ne montre pas un sentiment désagréable. Pourquoi il y a besoin d'une interprétation? Pourquoi il ne s'exprime pas directement? Et donc il va dire, et il va donc se poser la question, non, évidemment, d'où vient cette déformation des rêves? Pourquoi le rêve a été, pourquoi le résultat, ce que nous avons, c'est quelque chose qui est flou, qui est complètement des fois incompréhensible. Non, donc il dit pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette déformation? Non, il va faire référence à cette déformation. Comment Freud a-t-il interprété le rêve avec libido? Quel est le rôle de la libido dans le rêve? Donc, on va voir quel est le rôle de la libido dans le rêve. Bon, ça, on va le voir, désolé Milou, mais on va le voir dans le prochain chapitre. D'accord? C'est-à-dire, on va le voir mardi prochain à la même heure. Nous verrons le chapitre suivant de l'interprétation des rêves qui s'appelle « Matériel et source des rêves ». Et là, nous verrons donc le rôle de la libido dans le rêve. Pour l'instant, nous sommes en train de nous poser la question, puisque nous allons suivre une lecture scientifique, donc nous allons essayer de ne pas nous dévier, comme nous l'a indiqué Freud, pour réussir à avoir nos premières réponses. Non? Donc il dit que pour commencer, pour essayer de démontrer ce qui se passe dans la déformation onirique, pourquoi il y a une déformation onirique, il dit qu'il va commencer par raconter son propre rêve. Il prend encore un de ses rêves et il dit que même si ça va m'obliger à commettre de nouveau de multiples indiscrétions, il dit, mais enfin, le sacrifice personnel, dit, en vaut la peine pour éclaircir le problème présenté. Donc, il va toujours nous présenter, quand il présente ses rêves personnels, Freud, il les présente l'information préliminaire, donc ce qui s'est passé dans la journée. C'est-à-dire une chose qu'on verra justement dans le chapitre suivant, c'est-à-dire que le matériel, très souvent qu'on utilise, c'est ce qui est proche de nous, c'est-à-dire ce qu'on a vécu dans la journée. Des éléments, on va les piocher dans les éléments, dans les événements de notre journée pour fabriquer notre rêve. Donc il nous raconte qu'effectivement, dans l'information préliminaire de son rêve, il nous parle de l'été de 1897 où il a appris qu'il y a deux professeurs de l'université qui étaient renommés, donc des professeurs qui étaient renommés et qui avaient proposé Sigmund Freud comme pour le poste d'un professeur extraordinaire. Ça s'appelle, non? Il le présente comme ça, pour le poste de professeur extraordinaire. Et donc lui, c'était une surprise très agréable pour lui, et inespérée en plus, il précise. Et donc il était très content, premièrement, que deux professeurs comme ça puissent le considérer pour ce poste, et en plus que lui, il était très content de pouvoir être choisi pour ce poste, que son travail soit reconnu surtout, que son travail soit reconnu par le ministère.
Mais il savait, il avait appris qu'il avait des amis, des collègues à lui, d'autres médecins, en fait, qui avaient été aussi proposés, non, par le ministère comme pour ce poste, pour ce même poste de professeur extraordinaire, et qu'en fait, et même des gens qui avaient plus d'expérience, plus âgés ou plus d'expérience, et qui continuaient à espérer, mais en vain, cette promotion, cette nomination. Donc il dit, j'imagine que je ne vais pas avoir plus de possibilités que les autres et je dois me résigner au fait que je ne serai pas nommé. Ça, c'est l'information préliminaire. Donc ça, c'est ce qui se passe dans sa tête pendant la journée. Non, on va dire. Et de toute façon, il précise, Freud, il dit de toute façon, Freud, il dit, je ne suis pas ambitieux et j'exerce avec succès mon activité professionnelle sans avoir besoin de titre honorifique. Donc, il n'a pas besoin d'une reconnaissance. Non, il essaye de se tranquilliser en disant, de toute façon, je ne fais pas ça pour recevoir cette nomination. Donc, je ne vais pas m'en occuper. Et cet après-midi-là, il reçoit la visite d'un collègue, d'un ami, donc d'un médecin, et qui lui aussi espère cette nomination au poste de professeur extraordinaire. Et en fait, donc, le collègue de Freud, il a été voir un fonctionnaire, disons, puisque pour savoir un petit peu ce qui se passait, et pour demander, parce que, non, je crois que cet ami, en fait, il a été refusé. Non, le ministère l'a refusé, il n'a pas été nommé, on a refusé sa nomination, donc, lui, il a été voir au ministère pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez refusé ma nomination, donc il a eu le courage d'aller parler avec le fonctionnaire, et en fait, il lui a dit directement, c'est pour des raisons confessionnelles que vous m'avez refusé? Et le fonctionnaire lui a avoué que, effectivement, qu'il est juif et que à cette période, les sentiments antisémites devaient être très élevés et donc qu'il n'avait pas été nommé pour ça. Donc Freud, tout de suite, il a dit, bon, bah, moi aussi, je suis juif, donc moi non plus, j'imagine que je ne serai pas nommé non plus. Donc, il a dit, voilà. Rebonjour. Bon, désolé, nous avons été coupés. Il y a eu un petit problème technique. Donc, nous avons été coupés. Donc, je reviens. Donc, nous allions commencer le rêve. Non, après l'explication préliminaire, nous allions donc commencer le rêve qui s'appelle le rêve de l'oncle Joseph. Donc, le rêve, cette fois-ci, il est très simple. Ça, c'est aussi une particularité que va souligner Freud, c'est-à-dire que la majorité du temps, le rêve, ce sont des rêves avec des textes très courts. Par contre, l'association libre, là, ça peut prendre des pages, des pages, des pages. Donc, ça peut être beaucoup plus riche. Donc, il dit que le rêve de l'oncle Joseph, il dit, c'est un rêve donc qui est très simple. Il dit, mon ami R est mon oncle. J'ai pour lui une grande tendresse. Je vois son visage devant moi un peu changé. Il paraît allongé. On voit très nettement une barbe jaune qui l'encadre. Voilà le rêve. D'accord? Donc, désolé, nous avons été coupés. Là, je vois que vous arrivez à revenir. Donc, je relis le rêve de Joseph. Mon ami R est mon oncle. J'ai pour lui une grande tendresse. D'accord? Je vois son visage devant moi un peu changé, il paraît allongé, on voit très nettement une barbe jaune qui l'encadre. Donc il dit non, que le rêve, il y a deux parties. D'un côté, il y a une image et de l'autre côté, il y a l'affect. D'accord? C'est-à-dire le sentiment, la tendresse, cette grande tendresse. Donc il dit que l'image, c'est le visage condensé des traits de son oncle et de son ami R. Donc il appelle R pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et il dit donc que je sens une immense tendresse pour mon ami R. Donc vous pourriez
l'idéal, c'est que vous alliez lire dans la déformation onirique de l'interprétation des rêves toutes les associations que va faire Freud. Moi, je vais essayer de vous en faire un petit résumé. Non, nous n'avons pas le temps d'en faire toute la lecture. Hein. Puis en plus, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire de faire pas un résumé, sinon d'aller prendre l'idée ou d'essayer de transmettre les idées ou le fonctionnement le mieux possible sans avoir à tout raconter. Donc il dit qu'en fait, donc, son ami R et son oncle Joseph sont le même personnage. Et donc, Freud dit « Je n'ai qu'un oncle et c'est Joseph ». Après, en bas de page, il est marqué qu'en fait, il a 5 oncles. C'est-à-dire qu'au moment où il fait l'association libre, il les a éliminés. Pourquoi? Parce qu'ils n'intéressent pas. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que ce n'est pas la vérité qui intéresse. La vérité, c'est ce que va dire Freud. Je n'ai qu'un oncle. D'accord? Donc, le fait qu'il en ait plusieurs ou pas, ça ne rentre pas en jeu. Ce qui nous intéresse, toujours, ce n'est pas la vérité, c'est le récit du patient. Et l'association libre, même si dans son association, il nous raconte des choses où après on peut penser, ou parce qu'on a des contacts avec d'autres personnes qui sont en contact avec ce patient, que ce n'est pas vrai ce qu'il nous a raconté, c'est vrai. Nous devons toujours, quand on écoute pour interpréter un rêve, que le discours du patient dit la vérité. Je ne peux pas mettre en doute le discours du patient, même s'il me ment. Parce que de toute façon, même s'il me ment, il y aura un... Je veux dire, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit. Bon. Donc en fait, il va parler de son oncle Joseph pour nous raconter que son oncle Joseph, son père, non, il rappelle que quand Freud il avait 10 ans, en fait, l'oncle Joseph, il a été arrêté par la police et il a même été en prison. Et que son père, le père de Freud, avait dit que... il avait dit qu'il avait commis un délit, que c'est pour ça qu'il avait été en prison. Donc, et donc, il reprend que l'ami R, attention pour faire référence à l'information préliminaire, que l'ami R, il avait aussi été mentionné et que soi-disant aussi, donc pour sa situation confessionnelle, puisque lui aussi il était juif, qu'il n'allait pas être le professeur extraordinaire. Lui non plus, ni l'ami R. Donc, dans le rêve, quand Freud il associe son ami R à son oncle José, non, il prend il va en fait utiliser, on va dire qu'il va utiliser son ami R, donc il dit, mon ami R, il ne va pas l'avoir parce qu'il est juif comme moi. Mais comme ils sont tous juifs, c'est plus une raison tout à fait valable pour dire qu'ils ne vont pas être choisis. Donc Freud, ce qu'il va faire, il va dire, mon ami R, c'est mon oncle Joseph. Il est comme mon oncle Joseph, c'est un délinquant. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas être nommé. D'accord? Donc, il transforme dans son rêve, Freud va transformer son ami R en délinquant pour l'éliminer de la liste des candidats au poste de professeur extraordinaire. Et après, il va rajouter, donc dans l'association, Freud, il va rajouter en plus, il va dire non seulement bon, il était délinquant, puisqu'il avait, il avait été accusé d'un délit, il avait fini en prison, mais que sinon que le père de Freud, il avait dit, lui ce n'est pas un délinquant, en plus c'est un imbécile. Non, parce qu'on peut être délinquant et intelligent, mais en plus le père lui avait dit non, c'est un imbécile. Donc il dit, bon alors en plus, si c'est un imbécile, il ne va pas non plus pouvoir avoir le poste. Non, puisque tout le rêve c'est sur qui va avoir le poste extraordinaire. Et donc, après, il va continuer l'association, Freud, parce qu'il se laisse écrire dans ce cas-là,
Et il va se souvenir d'un autre ami qui s'appelle N et qui est aussi dans la même situation. Et en fait, cet ami est, qui lui avait dit aussi en faisant des blagues à Freud, cet ami qui avait vu Freud et qui lui avait dit « Mais de toute façon, moi, c'est pas pour des raisons professionnelles que on ne va pas me donner le poste, sinon aussi parce que moi, j'ai été... et que moi aussi, j'ai commis un délit. » Donc, l'ami N révèle à Freud que lui, il a commis un délit et que c'est pour ça qu'il ne va pas être nommé comme professeur extraordinaire. Donc, Freud, donc, en se rendant compte de la situation, il dit, ben voilà, donc, mon ami N ne va pas être sélectionné parce que c'est un délinquant, mon ami R ne va pas être sélectionné parce que c'est un imbécile, comme dit mon père, donc le poste c'est pour moi. Donc, sûrement, on va me le donner, il dit Freud, non? Sûrement, on va me donner donc le poste. Et ensuite, on va voir que c'est très intéressant parce que quand Freud il commence donc, il nous raconte le rêve, il dit qu'après l'avoir rêvé le matin, il a dit « c'est n'importe quoi ce rêve ». Mais le rêve, il est resté toute la journée, il l'a accompagné toute la journée. Et quand le soir, il avait toujours le rêve en tête, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait résisté à travailler ce rêve et il dit « et si j'avais un patient qui me racontait la même chose, qu'est-ce que je lui dirais ?» Je lui dirais, il y a une résistance. Il y a quelque chose dans ce rêve dont vous ne voulez rien savoir. Donc, il s'est installé et il a commencé à associer. D'accord? Donc, parce que résistance, il y a toujours. On ne peut pas les éviter, les résistances. Mais après, où on se laisse avoir par la résistance, où on fait un travail pour passer cette résistance. Parce qu'en fait, c'est vrai que lui, on va dire que Freud, il n'est pas content de voir comment il pense ses amis. Il dit non, moi, ce sont des collègues que j'apprécie énormément, que je considère avec une carrière brillante, etc. Et pourtant, je les réduis dans mon rêve à un délinquant et un imbécile. Donc il dit non. Non. Il dit que donc c'est pour ça que, en fait, donc nous allons voir. Donc oui, il n'est pas content, il aime pas du tout. Et il dit, pourtant, je dois reconnaître que ce qui est exprimé dans mon rêve, c'est mon désir, mon véritable désir. Je veux que ces deux-là, ils soient délinquants et imbéciles pour qu'on me nomme. Non, pour qu'on me nomme comme professeur. Après, il va s'arrêter sur le sentiment. Il dit parce que qu'est-ce que ça vient faire, ce sentiment, en disant j'éprouve une grande tendresse pour mon ami R dans le rêve. Parce que ce n'est pas exactement le sentiment que lui, il a, non, de son ami. Donc, il dit qu'est-ce que ça vient faire. Et en fait, il dit que ça va intervenir, ce sentiment, ça intervient comme un phénomène de la censure. C'est-à-dire que comme lui, ça fait partie de la déformation. Parce que comme lui, il ne veut pas reconnaître que ses amis, ou penser ou dire que moi je suis prêt à tout pour avoir le poste, de dire qu'il y en a un qui soit délinquant, l'autre qui soit un imbécile. Donc, il met une grande tendresse. Pourquoi? Pour couvrir. Pour que la raison ne puisse pas soupçonner que derrière, non, comme il y a un sentiment de grande tendresse, je ne peux pas imaginer que derrière, je veux le mettre à l'écart. Donc, le sentiment, il vient pour couvrir, pour dissimuler le véritable désir. Donc, le sentiment, c'est la censure, dans ce cas-ci. Non, c'est celui qui vient déformer, c'est celui qui vient déformer, de déformer le rêve. Donc, on va dire que la censure, elle est mise par la conscience au service de la résistance. C'est-à-dire que comme la résistance, elle ne veut rien savoir de ce rêve, non, la conscience va fabriquer cette censure pour dire « ne t'inquiète pas, tu ne vas te rendre compte de rien ».
Tu ne vas pas voir que tes deux amis, tu veux les foutre en l'air pour toi avoir le poste. Toi qui disais que tu ne t'intéressais pas au titre honorifique. Vous voyez ce qui se passe? Donc, dans la conscience, parce que ici, ce rêve aussi, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait dans la vie. Dans la vie quotidienne, on fait la même chose avec d'autres choses de notre propre vie, où notre conscience, elle vient nous dire des choses, où nos propres rêves, ils disent « Mais non, j'avais une grande tendresse pour mon ami R. » Donc, je ne peux pas imaginer non, que réellement, ce que je voulais, en fait, c'était… Donc, sans interprétation, on ne peut rien voir. Et ça, c'est là, il nous le montre clairement, parce que dans les autres choses de notre vie, c'est la même chose. On voit comment la conscience, la déformation, parce qu'il y a des formations, il y a des formations dans toutes les productions de l'inconscient. Bon. Donc, pour couvrir la réalisation de désir, la conscience présente la censure pour que le sujet ne se rende compte de rien. D'accord? Et c'est ce que va venir écouter, disons, le psychanalyste, pour pouvoir se rendre compte, parce que quand on parle, on ne s'en rend pas compte non plus. Attention, même avec les associations libres. Parce que Freud, il était capable de ça parce que c'était un scientifique. Et parce qu'il y avait deux Freud, comme vous voulez, comme vous voyez. Au départ, il se rend compte que lui, il résiste à l'interprétation du rêve. Il dit, je suis un scientifique, je vais aller interpréter ce rêve, même si je n'ai pas envie de savoir. Je vais aller l'interpréter. Effectivement, c'est ce qu'il fait. Donc, il va dire, alors, on va dire, là, il dit, je résiste à l'interprétation du rêve, il dit Freud, parce que l'interprétation contient quelque chose contre quoi je me révolte, contre quoi moi je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir, que je veux éliminer mes deux collègues, mes deux amis, pour pouvoir moi avoir le poste. Je ne veux pas savoir ce sentiment-là. Non, parce que Freud, il se croit un bon collègue qui ne va pas faire des coudes pour pouvoir lui passer. Pourtant, dans son rêve, c'est ce qu'il fait. Mais bon, c'est un rêve. Donc, je veux dire, il ne fait de mal à personne. Il réalise un désir dans la vie psychique. Non, comme on avait vu la fois dernière. C'est-à-dire comme le rêve de la soif. J'ai très soif, je dors, je rêve que j'ai très soif et donc que je vais prendre un verre pour me désaltérer, un verre d'eau bien fraîche. Donc, dans la vie psychique, j'ai réussi à satisfaire ma soif, mais quand je me réveille, la soif est toujours là. C'est-à-dire que dans le rêve de Freud, il a éliminé ses deux amis en disant « moi, comme ça, j'aurai plus de chance », mais dans la réalité, il n'a rien fait. Donc, donc on va voir, donc il dit qu'effectivement, donc il y a un désir qui est fabriqué qui va fabriquer le rêve, c'est le désir qui va fabriquer le rêve, qui est dans une instance, dans l'inconscience, et dans l'inconscient, et dans la conscience, il y a l'autre chose qui va apparaître. Donc, quand on va voir que le rêve est pénible, il est pénible dans la conscience, mais le désir qui est réalisé dans l'inconscient, il est réalisé dans l'inconscient. D'accord? C'est pour ça que nous allons vivre, quand on parle, quand nous vivons sur deux réalités, on peut vivre sur une réalité qui nous semble pénible, mais l'autre, il y a réalisation de désir. La même chose avec les symptômes. Parce que de la même façon, quand on va dire, mais comment vous pouvez dire que dans ce symptôme, il y a une réalisation de désir? Eh bien oui. Mais il y a une réalisation de désir, pas dans la conscience.
évidemment. Il y a des gens qui souffrent énormément avec leurs symptômes. Donc, dans la conscience, c'est intolérable, les symptômes. Mais c'est très difficile à transformer. Pourquoi? Parce que dans le symptôme aussi, il y a une réalisation de désir. Tout comme dans les rêves. Donc, il dit, et rien du système inconscient ne peut arriver dans la conscience telle qu'elle. C'est-à-dire que c'est impossible. Donc, nous allons passer. L'inconscient, c'est le moteur qui va produire le rêve dans la conscience. Il va y avoir l'association libre dans le préconscient. Mais entre le préconscient, entre l'inconscient, il y a entre un système et un autre système, la censure qui vient fonctionner et qui vient s'établir. Donc la censure, rappelez-vous, c'est une fabrication même de la conscience. La conscience, comme si la conscience s'autoprotégeait. Parce que ce n'est pas l'inconscient, lui, il n'en a rien à faire. Lui, il lance sa réalisation de désir. Parce que pour l'inconscient, produire un rêve, produire un oubli, produire un lapsus, produire un symptôme, pour l'inconscient, c'est la même chose. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Rappelez-vous, l'inconscient ne juge pas, il ne calcule pas, simplement il est intéressé pour transformer, c'est-à-dire de passer, poum, l'information à la conscience. Le reste, lui, comment ça passe, comment le sujet va le vivre, l'inconscient, et ça lui est égal. Donc c'est la conscience qui vient établir la censure. Donc nous voyons, encore une fois, que Freud ici, dans ce chapitre, encore une fois, il nous montre que la conscience, c'est simplement, je dis simplement parce qu'on a l'habitude de lui donner beaucoup plus de pouvoir, mais c'est déjà pas mal, je veux dire que la conscience est un organe sensoriel qui perçoit un contenu qui est donné et qui vient d'ailleurs. D'accord? C'est pour ça que la conscience, en fait, c'est un organe qui va nous tromper. Comme nous peuvent nous tromper la vue, comme nous trompe les sens, de la même façon. Donc, il va nous donner un exemple. Il dit, regardez le phénomène de la censure. Non? Il dit, dans la vie quotidienne, nous pouvons imaginer, il dit, regardez par exemple, et il va prendre un exemple dans un État, il dit, un monarque, il dit que si le peuple se révolte contre un ministre parce qu'il y a un ministre qui n'a pas bien fait les choses et que le peuple réclame la destitution du ministre, il dit que le monarque, il est capable, par exemple, il a la possibilité de nommer, de donner justement un poste, une médaille, de reconnaître un mérite qui n'existe pas au ministre pour dissimuler l'erreur du ministre. Donc, il dit que c'est un système que de temps en temps nous pouvons voir dans la réalité, nous pouvons voir, lire ce système de censure que l'appareil psychique utilise, mais qu'il existe aussi dans la réalité. Non? Et donc, de la même façon, si ma conscience ne veut rien savoir que j'aime mon ami R, et que cette effusion exagérée de tendresse, ça vient couvrir, non, ce que réellement, moi, j'aimerais bien pouvoir réaliser. C'est-à-dire le qualifier d'imbécile. Pourquoi? Pour mon intérêt. Donc voilà comment fonctionne notre appareil psychique. Donc maintenant, nous pouvons voir comment les rêves de contenu pénible, quand ils sont interprétés, ils vont être une réalisation de désir. De toute façon, rappelons-nous aussi que le livre de l'interprétation des rêves, c'est un livre d'exposition, c'est-à-dire que Freud, il sait où il va. C'est-à-dire qu'il vient nous montrer des choses que lui, il a déjà fait ses recherches et il sait où il va. Okay? Donc c'est quelque chose où il va nous montrer, il va nous démontrer que tous les rêves sont des réalisations de désir, même les rêves d'angoisse. Et ça, nous le verrons dans un chapitre, non, dans les chapitres suivants, où il va traiter le rêve d'angoisse de façon beaucoup plus précise. Donc, que le contenu pénible sert à déguiser le désir réalisé. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas savoir.
Donc c'est une censure, en fait, c'est une censure pour notre morale, parce que nous ne tolérons pas avoir des sentiments égoïstes. Donc notre censure vient nous protéger en nous disant ne t'inquiète pas, tu n'as pas de sentiments égoïstes, ni tu ne détestes pas ton prochain, sinon que il vient donc nous déguiser nos sentiments, des fois, nos sentiments égoïstes. Donc après, il va nous raconter un autre rêve. Donc après, là, par contre, il va prendre un rêve d'une patiente qui s'appelle le rêve de la belle bouchère. Et en fait, bon, c'est un rêve classique que Freud a apporté parce qu'il a travaillé plusieurs points avec ce rêve. C'est le rêve d'une patiente de Freud. Et en fait, il dit que donc quand on prend un rêve d'une patiente, il dit il y a toute la pathologie en fait. Quand on entend pathologie, c'est-à-dire quand on parle de pathologie en psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a l'exagération d'une utilisation d'un mécanisme. C'est-à-dire au lieu de disposer de tous les mécanismes de l'appareil, il y a des sujets, des patients en fait qui vont exagérer dans l'utilisation d'un mécanisme. Et par exemple, donc celle-là qui la présente comme une patiente avec une exagération dans l'utilisation du mécanisme de l'hystérie. Donc le rêve de cette femme, elle raconte, elle dit voilà, je veux préparer un repas, mais je ne dispose que de très peu de saumon fumé. Donc je pense qu'il faut sortir pour aller en chercher davantage, mais je me rappelle que c'est dimanche et que tous les magasins sont fermés. Donc j'essaye de téléphoner à quelques fournisseurs, mais le téléphone ne fonctionne pas. Donc je me vois obligée de renoncer au désir de faire et de préparer un repas. De préparer ce repas que je voulais. Donc elle aussi, elle vient et elle se présente à Freud en disant, vous voyez, vous dites que tous les rêves sont une réalisation de désir, mais regardez, c'est pas vrai. Et donc, effectivement, Freud lui dit, oui, apparemment, ce n'est pas une réalisation de désir, mais vous savez bien qu'il est nécessaire un petit peu d'association libre pour pouvoir l'interpréter, et nous découvrirons donc qu'il s'agit effectivement d'une réalisation de désir. Et donc, cette patiente va raconter un petit peu à Freud la situation, et elle dit que donc dans l'après-midi, elle a vu une amie à elle, et elle fantasme que cette amie plaît à son mari. Et qu'en plus, qu'elle pense aussi que son amie, son mari plaît à son amie. Donc, mais elle se tranquillise un peu parce qu'elle dit, bon, c'est peut-être pas vraiment comme ça, puisque mon mari, il aime bien les bien rondes, et elle est super maigre. Donc, c'est pas possible. Non, elle se tranquillise un peu. Mais quand elle va voir donc cette amie lui dit, donc dans l'après-midi, elle lui dit, quand est-ce que tu vas nous inviter à manger chez toi? Tu cuisines si bien. Et donc, effectivement, donc Freud il dit il y a une première interprétation à faire qui est assez facile avec ces éléments, puisqu'il dit je ne réussis pas à préparer le dîner. Pourquoi? Je ne veux pas t'inviter pour te donner à manger, pour que tu grossisses et que du coup tu plaises à mon mari. Donc Freud il va faire cette première interprétation avec ce matériel pour montrer aussi donc qu'il y a une réalisation de désir. Donc un rêve qui montrait plusieurs obstacles à la réalisation de désir, il dit non, regardez, à la fin, c'est vraiment la réalisation d'un désir. D'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, il va nous montrer qu'il s'agit comme il analyse que c'est une patiente, il sait quelle est la tendance à l'hystérie, on va dire, et donc il nous précise que les hystéries, ils ont tendance à maintenir leur désir insatisfait. C'est-à-dire que l'hystérique a tendance à dire « je veux ça », mais quand j'y arrive, non, c'était pas ça, non, je ne suis pas satisfait. Non, c'est-à-dire qu'il y a cette tendance chez l'hystérie, ou plutôt cette souffrance
souffrance dans le sens pas dans le sens elle subit, on va dire, elle subit cette situation parce qu'elle ne peut pas l'éviter, hystérique, elle ne peut pas l'éviter, sinon qu'elle tombe dans ce piège. Donc elle dit que ici aussi, ça pourrait être lu comme quoi ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle ne peut pas réaliser son désir parce que de toute façon, ce qu'elle aime vraiment, c'est maintenir son désir insatisfait. Et donc, on va voir, non, vous voyez que par rapport à ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui, que le psychanalyste, il va toujours devoir écouter deux discours. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le discours, on va dire, le discours du patient qui raconte le rêve, donc de la conscience, et après il y a le rêve, le désir du rêve, et aussi la censure. Non, ces deux discours, c'est ce que doit écouter le psychanalyste. C'est-à-dire que le psychanalyste, il ne doit pas se laisser prendre par le discours de la conscience. Ah oui, pauvre petit, regarde comme tu as souffert. Non. Sinon, d'un côté, quel est le désir qui provoque cette situation, qu'elle soit de souffrance ou quelle qu'elle soit. D'accord? Donc ici, donc effectivement, dans ce chapitre, Freud va nous présenter donc un mécanisme de la production de tout le psychique humain. Non, je répète, il ne s'agit pas seulement de la production des rêves, sinon qu'il s'agit d'un mécanisme qui va servir à la production de tous les produits de l'inconscient, qui peuvent être tous analysés de la même façon et donc tous être modifiés. Parce que quand un symptôme est interprété, quand on interprète le désir qui soutient ce symptôme, le symptôme, non, quand on lui dit sa vérité, il n'a plus besoin d'être. Il doit renoncer. Et donc, il va dire que donc, la censure, on va voir aussi, ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que la censure, elle va toujours être là. C'est-à-dire qu'il y a des censures pour les rêves d'angoisse, il y a des censures pour les rêves indifférents, et il y a des censures pour nos relations sociales. Il y a des censures pour toutes nos attitudes dans la vie, on va dire, non? Bon, et après, il va présenter plusieurs autres rêves, non? Je vous conseille d'aller lire le chapitre de la déformation onirique, puisqu'il va nous présenter plusieurs rêves et pour nous montrer aussi comment ça se passe dans ces autres rêves, une apparence désagréable qui couvre la réalisation d'un désir. Et en fait, il va nous dire aussi, il faut savoir que nous avons tendance, c'est pour ça que la psychanalyse, c'est vraiment un instrument qui est très intéressant, parce qu'il va nous permettre de parler de choses que normalement on ne parlerait pas, de choses que normalement on ne dirait à personne. Et comme on dit à personne, on n'est même pas capable de le penser. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous écoute, on ne le dit pas. Et si on ne le dit pas, je veux dire, parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de produire par des mots. Donc ça reste enfermé. Parce qu'il y a des choses, quand on les dit, oui, on a l'impression qu'on l'avait déjà pensé. Non? Mais en fait, qu'il est nécessaire de pouvoir le dire. Et en fait, toutes ces choses désagréables qu'on ne dit pas, parce que nous vivons dans une société qui ne nous permet pas d'exprimer ces sentiments désagréables, donc qu'est-ce qu'on fait? On les réprime. Et donc, ils produisent d'autres choses dans la réalité. Non? Tous ces sentiments que l'on réprime à longueur de journée, je dirais, non? Et en plus, ce sont des choses qu'on réprime et qui vont réprimer aussi nos réflexions, nos manières de penser, parce qu'on ne peut pas se permettre de penser beaucoup, puisque tout d'un coup, il y a tout de suite une idée qui vient dire « non, ça ne se fait pas ». Donc, poum, censure. Non? Mais on voit que c'est le mécanisme. La censure va toujours participer. Donc, nous avons la déformation du rêve pour qu'on ne sache pas de quoi il s'agit, et après, il y a la censure. Ce sont donc les deux mécanismes que nous avons vus aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous verrons quel est le matériel qu'on utilise pour la production des rêves.
Donc, ici, Freud, il termine le chapitre en nous disant, nous voyons, non, on avait vu que le rêve est une réalisation de désir. Après, nous avons vu le rêve est comme une réalisation de désir, seulement dans l'appareil psychique. Et aujourd'hui, nous terminons le chapitre en disant que le rêve est la réalisation, est comme une réalisation déguisée d'un désir réprimé. C'est-à-dire ce désir dont nous ne voulons rien savoir, il va s'exprimer, mais camouflé. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, c'est dommage, nous avons perdu notre connexion antérieure. Nous avons dû être divisés comme nous le sommes, nous, êtres humains, divisés entre conscient et inconscient. Mais c'est ce qui donne toute cette richesse de l'être humain. C'est-à-dire que toutes ces possibilités de l'être humain, c'est grâce à cette division entre inconscient et conscient. Après, on va voir qu'il y a l'inconscient, le préconscient, le conscient, et qu'il y a d'autres instances, que chaque instance aussi est divisée. Bon, nous verrons ça la prochaine fois. Nous continuons. Et merci Sylvie, merci pour ton écoute. Donc, nous continuons mardi prochain à la même heure, à 20h, avec le chapitre suivant de l'interprétation des rêves. Donc, je vous recommande d'aller lire le texte, comme ça, la lecture ici ensemble. Et merci Isabelle. Donc, la lecture ensemble devient beaucoup plus riche, devient plus intéressante, parce que quand on a déjà lu le texte, on sait de quoi on parle, donc on se situe un petit peu mieux. D'accord ? Donc, merci à tous pour votre écoute et nous continuons mardi prochain avec l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. À bientôt, bonne continuation. Au revoir.